Oui, moi j'ai une question. Oui, tu as évoqué une démarche d'agence paritaire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? D'agence paritaire. Alors, en écoutant, en relisant Eurostrom sur les communs, on se dit qu'un tel chantier pour réduire le péril climatique, le chaos climatique, ça ne peut pas être confié aux entreprises mercantiles et ça ne devrait pas être confié aux États non plus, parce que les États sont sous régime variable. Et un truc qui a bien marché en France depuis le début du siècle, c'est la Sécu, qui est une agence paritaire. Et donc, on a plutôt développé la notion d'agence carbone sous la forme d'agence paritaire, avec des représentants des citoyens, des entreprises, des services publics, des ONG, des syndicats. Mais je ne vais pas en dire plus. Juste pour rebondir sur ça, c'est super important parce que les mandats d'élus sont des mandats courts. Et donc, les élus, ils réfléchissent sur quelque chose qu'ils sont capables de tenir et qui est quelque chose sur un terme relativement court, à la différence des forestiers et des despotes en Chine, peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'élu, il réfléchit sur un mandat court, quoi. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai découvert le compte carbone en arrivant ici et je n'ai pas du tout été convaincue par la partie individuelle, c'est-à-dire notamment la carte de crédit, le flashcode encore moins. Et du coup, je me demande pourquoi on est obligé de descendre au niveau de l'individu, pourquoi on ne peut pas rester à l'entreprise, puisque finalement, la somme des produits des entreprises devrait suffire, peu importe qui l'achète finalement, mais s'il y a un rationnement des entreprises et pas un rationnement des individus, en principe, le résultat devrait être le même, selon un raisonnement très rapide que j'ai fait en vous écoutant aujourd'hui. Moi, je pense que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Si les entreprises sont rationnées, ce sont des logiques extrêmement différentes. Quand on a fait les assises du climat, enfin, moi j'ai conscience, je n'avais pas bien réalisé que les hypothèses qu'on prend ont énormément de conséquences. Je m'explique. On a toujours travaillé à cause de la souveraineté des États, donc c'est à cause de la théorie de l'ONU sur la souveraineté des États, tous les accords internationaux ont porté sur des missions territorialisées. Dès lors que vous parlez des missions territorialisées, spontanément, vous vous intéressez aux différents types d'acteurs en disant les ménages, ils émettent ça, les entreprises, les services publics émettent ça. Mais pendant ce temps-là, le grand mouvement qui s'est passé, c'est l'externalisation des dépenses en énergie. Dès lors que vous raisonnez en termes d'empreinte écologique, c'est-à-dire les conséquences environnementales, climatiques de l'ensemble de la société. À ce moment-là, vous êtes obligé de regarder l'utilisateur final. Vous ne pouvez pas discuter, je veux dire, donner un quota, c'est le problème des entreprises de l'Europe. Pour moi, ça tourne carrément en rond. Ils en sont encore à la notion de quota gratuit. Ils ont voulu revenir dessus, ils ne sont pas revenus dessus. Dès lors que vous travaillez par entreprise, vous faites comme si il y avait des consommations, des types de consommation répartis d'avance entre les différents secteurs économiques. La force des quotas, c'est de dire non, c'est qui le patron? C'est les consommateurs. Pour moi, dans la légitimité de la gouvernance, c'est ce que j'appelle le principe de moindre contrainte. C'est-à-dire qu'une gouvernance est d'autant plus légitime qu'au nom du bien commun, vous imposez le moins de contraintes. Dès lors que c'était l'échange qu'il y avait sur l'histoire des 130 km/h sur l'autoroute tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu, dès lors que vous n'avez pas d'effet de levier global, vous essayez d'obtenir le même résultat par une somme invraisemblable d'obligations et d'interdictions. C'était très typique puisqu'on a eu des échanges avec la Commission, avec la Convention citoyenne sur le climat. On a exclu d'avance de leur débat des questions de levier général
pour gérer justement l'obligation de résultat. Dès lors que vous excluez ça, pourquoi ils l'ont fait? Notamment parce que c'était après la crise des Gilets jaunes, que les organisateurs avaient en réalité en tête que la taxe, parce que tous les gens qui sont dans la doxa économique ont en tête que la taxe, c'est ça la réalité. Il ne fallait pas parler de la taxe, et donc on a essayé d'imaginer des scénarios excluant l'idée d'un levier général. Et à ce moment-là, on a le résultat obligatoire. J'avais fait un article dans La Croix à l'époque. Dans le rapport de la Convention sur le climat, il y a plusieurs centaines de fois le mot interdiction, plusieurs centaines de fois le mot obligation. C'est évidemment illégitime. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est à eux de définir, au fond, sur quoi ils veulent arbitrer. S'ils ont la famille à l'étranger qui veulent aller visiter, pourquoi on dirait il y a des quotas de voyages en avion par année? Non, économiser sur la viande. Mais c'est aux individus de faire leur arbitrage. Et la force d'un mécanisme, c'est justement de dire, si tu veux vendre tes produits, tu vas débiter tes comptes carbone aux consommateurs, et là, ils verront ce que ça représente, un steak ou une grosse bagnole ou un voyage en avion, etc. Donc, c'est vraiment des logiques radicalement différentes. Mais il ne faut surtout pas mixer. Si vous vous mettez à mixer, vous retombez sur la logique des quotas territoriaux et vous perdez de vue complètement, la légitimité de la gouvernance qui est la moindre contrainte, donc laissons les gens choisir, et deux, on oublie, on se met à répartir entre les acteurs, alors que le problème est véritable. Si vous voulez, quand les gens verront que impôts et taxes, c'est 1,8 tonnes de carbone, d'équivalent carbone par an, il y aura des débats sur l'éducation, sur la santé, sur la défense, sur l'éclairage public, mais c'est aux gens de porter ça, fondamentalement. C'est un principe et de démocratie et de légitimité. Oui, enfin, il y a un intérêt. Il y a un intérêt aussi vraiment social au quota carbone, c'est qu'aujourd'hui, la taxe, même si elle était à 2000 € la tonne, les personnes aisées dans la population continueraient à avoir exactement le même comportement. Et c'est un peu ça le problème aussi, et c'est ça qui nuit à l'acceptabilité sociale de la taxe. C'est que plus vous êtes riche, si vous êtes un cadre sub-trader à la Défense, la taxe, c'est pas un sujet, donc vous pouvez aller en vacances aux Maldives, donc vous pouvez manger de la viande à tous les repas, etc. Alors que le quota, par définition, il serait fixe vraiment pour tout le monde. Et donc, ça ferait qu'on avancerait tous à la même vitesse. Et pour moi, c'est vraiment un des piliers du quota, quoi. C'est qu'il construit l'acceptabilité en disant, voilà, même si vous êtes riche, certes, vous pourrez acheter éventuellement plus de nourriture, etc. Mais en termes d'impact sur la planète, vous ne pourrez pas faire plus. Tout comme aujourd'hui, c'est interdit, j'en sais rien, de tuer quelqu'un dans la rue. Voilà, ce serait interdit de nuire aux écosystèmes. Enfin, bon, bref. Ça, on n'en a pas parlé non plus sur l'aspect, il n'y a pas que le carbone, mais bon, ça c'est... Il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il y a vraiment 3 piliers. Il y a les politiques, la société et puis la science. Donc, on a vu que, par exemple, quand la science dit aux politiques, vas-y, il faut augmenter un peu, faut taxer le prix du carburant, derrière, si on n'a pas travaillé sur le côté social, on a les gilets jaunes. Et donc, ça donne aussi quelque chose de concret au niveau de l'individu. C'est-à-dire que si on laisse ça au niveau des entreprises, c'est comme aujourd'hui, oui, il y a un marché des quotas carbone, mais il y a une bande de traders qui s'amusent dans un coin. Et nous, qu'est-ce qu'on voit en tant que citoyens? Et donc, ça fait qu'on le porte ça en tant qu'individu. Et je trouve ça hyper important, effectivement. Et c'est un effet levier qu'on vise. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qu'a dit Denis, qui est vraiment très important. Et du coup, je voulais interroger Caroline par rapport au blockchain. C'est vraiment l'idée des conditions d'émergence et de diffusion de technologies de rupture. Ça peut aller extrêmement vite. Denis a pris l'exemple. Entre le moment où tout le monde dit mais tout ça c'est hyper cher, etc., et le moment où c'est généralisé, c'est 5 ans, c'est pas 50 ans. Hein. Et de même, moi je suis intéressé en tant que Caroline sur la question des blockchains. Pendant longtemps, je ne connaissais pas assez. J'ai assimilé blockchain et Bitcoin, donc, très fort coût en énergie et spéculation. En réalité, il y a 2 protocoles de blockchain. Mais
Ah bon, ah bon. Attends, d'accord. Bon. Donc, pour résumer, alors je vais faire le savant, puisque je me préférais être. Enfin, mais il y a deux protocoles sur les blockchains. Il y a celui des bitcoins, qui a un système de minage extrêmement coûteux en énergie, et il y a d'autres systèmes qui sont très peu coûteux en énergie. Or, le gros problème qu'on a, c'est de soit par la flashcode ou par une carte ou par des bitcoins, par des blockchains, il faut constituer le carbone en monnaie. Encore une fois, si on veut avoir un véhicule où l'accélérateur et le frein, c'est pas la même pédale, ça veut dire qu'il faut utiliser des monnaies différentes. La force des quotas, c'est que ça construit l'idée d'une monnaie carbone. Et ça, c'est absolument décisif pour le découplage. Bon. Or, la gestion de cette monnaie implique la traçabilité des échanges. Et manifestement, bon là j'ai discuté avec des spécialistes, mais j'en suis pas un, manifestement, les blockchains font partie de ces technologies de rupture qui modifient radicalement les conditions de traçabilité. On travaille là-dessus. On va passer à deux questions dans